Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis enseignant en CE7 à Madaris Maria. Voici une leçon de vocabulaire qui rentre dans le programme de la séquence 6, le monde des poèmes. Le monde des poètes, excusez-moi. Alors, cette leçon, en l'occurrence, s'intéresse en particulier aux figures de style. Les figures de style, alors je vous en ai donné une petite définition ici, ils sont là ensemble. Les figures de style sont des procédés qui agissent sur la langue et créent un effet de sens ou de sonorité. Leur but est de renforcer, atténuer ou expliquer une idée. Pour dire les choses simplement, les figures de style sont des jeux de mots, des compositions qui ont pour but d'utiliser l'esthétique, le beau au niveau de l'écriture, au service d'une idée. L'idée étant toujours de la moduler, de la renforcer, de l'atténuer, d'avoir de meilleures explications par des analogies, et ainsi mieux faire passer le message que l'on veut faire passer à son interlocuteur, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Les figures de style, on en trouve bien évidemment dans la poésie, d'ailleurs on en a vu quelques-unes lors des études de texte qu'on a faites au début de la séquence, mais on la retrouve aussi dans différents genres littéraires et en particulier dans le roman. Cette leçon a pour vocation de lister les principales figures de style, à vrai dire il y en a beaucoup, et de commencer à les classer. Aujourd'hui il ne s'agit pas forcément de présenter toutes les figures de style, mais simplement d'en voir les principales. Alors voilà, je commence tout de suite avec les figures dites de répétition. Quand on répète une idée, c'est qu'on souhaite insister dessus, on souhaite mettre l'accent dessus. Alors il y en a plusieurs, parmi lesquels vous avez en particulier l'anaphore ou la répétition. L'anaphore est un terme qu'on utilise en particulier dans la poésie. On la retrouve notamment dans l'un des textes qu'on avait étudié précédemment à la page 230, c'est le texte numéro 8, le temps a laissé son manteau. À vrai dire, on retrouve ce verbe dans les trois strophes, et ils permettent en fin de compte de rythmer la poésie. Ça crée une sorte de rythme. S'il fallait l'assimiler à quelque chose, vous trouver une comparaison, on pourrait dire que c'est un petit peu comme dans une chanson, ce serait le refrain de la chanson. Voilà, la répétition permet vraiment d'insister sur une idée. Autre figure de répétition, l'énumération. La définition est très simple, c'est une liste de mots. Cette liste de mots permet encore une fois d'insister sur l'idée, de la prolonger, de lui donner de la consistance. J'ai sélectionné deux exemples pour pouvoir l'illustrer. Ce jeune homme était beau, magnifique, grand, musclé et vigoureux. Alors faites attention quand vous utilisez beaucoup d'adjectifs, à veiller à ce que ce ne soit pas des adjectifs synonymes pour ne pas créer de pléonasme, de redondance en particulier. Et tous ces qualificatifs étant différents, effectivement, on insiste finalement sur la qualité de ce jeune homme. Deuxième exemple, et des jeunes femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Alors c'est un extrait de Victor Hugo, du dernier jour d'un condamné. Alors là, on voit très bien qu'on insiste, en fin de compte, on énumère toutes les personnes qui étaient présentes. C'est pour dire que finalement, tout le peuple était présent sur le parapet. C'est vraiment une figure d'insistance, encore une fois. J'avance encore un petit peu, donc voilà pour les figures de répétition, c'est vraiment pour renforcer une idée. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que ça permet de la préciser, de l'expliquer, mais c'est vraiment une figure de renforcement. J'en viens à la suite, à la deuxième catégorie de figures de style. À vrai dire, je les ai regroupées en une seule et même catégorie, les figures d'exagération et d'atténuation. À vrai dire, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celle que je présente au tableau, mais je vous présente une figure d'exagération et une figure d'atténuation que vous devez connaître en CE7. La première s'appelle l'hyperbole. Alors hyper, on sent bien que le préfixe nous indique effectivement un grossissement d'une chose. Elle consiste à mettre en relief une idée au moyen d'une exagération. Une hyperbole classique, on sort même au quotidien, je meurs de faim. C'est-à-dire effectivement la faim est tellement forte qu'elle me fait mourir littéralement. Bien évidemment, on comprend bien qu'on ne meurt pas à proprement parler de faim, sauf dans des cas extrêmes, mais là, ici, effectivement, c'est vraiment une figure d'exagération. Je vous donne un deuxième exemple à présent. Ces moindres actions lui semblent des miracles. Je l'ai tiré de Molière, du Tartuffe de Molière. Alors ici, effectivement, l'exagération repose sur le mot miracle. Effectivement, le mot miracle nous renvoie à quelque chose, à un acte de Dieu, à un acte divin, un acte extrêmement fort, et on a du mal à imaginer que le Tartuffe soit capable d'actes divins. Donc encore une fois, on a une hyperbole, une exagération pour montrer à quel point ici les actions sont fortes, sont impressionnantes. Je vous donne le contraire de l'exagération présent, l'atténuation.
Une figure de style d'atténuation s'appelle l'euphémisme. L'euphémisme qui consiste à remplacer une idée triste, désagréable ou un peu dure par une forme atténuée ou adoucie. Le cas le plus typique, en général, consiste, c'est « il a vécu » pour dire « il est mort ». Côté mort est un peu abrupt, et donc pour adoucir effectivement la chose, on insiste sur le côté révolu de sa vie. On dit que sa vie est terminée au final, plutôt qu'il est mort. Voilà pour les figures d'exagération et d'atténuation. Atténuer, ça veut dire, juste si jamais il y a des gens qui se posent des questions sur bien atténuer, ça veut dire rendre moins fort, tout simplement. J'en viens aux figures d'analogie. L'analogie est un terme qui veut dire comparaison, pour dire les choses simplement. Ici, vous le voyez, j'en ai sélectionné 4. C'est quelque chose, effectivement, qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas si compliqué que cela à utiliser. Les deux premières que vous devez absolument connaître sont la comparaison et la métaphore. D'ailleurs, elles sont extrêmement proches. La comparaison, c'est le rapprochement de deux termes à l'aide d'un comparant, c'est-à-dire un outil. L'outil le plus commun auquel on peut penser, c'est bien entendu comme, et vous le voyez, il y en a d'autres, tel, semblable à, il y en a d'autres encore. Alors, je vous donne un exemple assez simple, rusé comme un renard, fort comme un turc, fort comme un bœuf, vous en avez d'autres encore. Souvent, il y a des comparaisons avec des animaux, avec des choses qui sont plus impressionnantes. Là aussi, on sent bien que derrière cette comparaison, il y a à la fois de l'explication, mais il peut y avoir une forme d'amplification, d'exagération. Vous avez ici la métaphore qui consiste à évoquer un mot ou une idée de façon abstraite. C'est une image ou une expression. À vrai dire, le point commun entre la comparaison et la métaphore, c'est que eh bien, les deux nous incitent à rapprocher deux termes, mais cette fois-ci, il n'y a pas de terme de comparaison. Pas d'outil de comparaison. Pas de comparaison explicite, je vais dire. Ça veut dire que les mots tels que comme, par exemple, et les autres disparaissent. Enfin, c'est complètement intégré à l'idée. Par exemple, cette femme est une véritable déesse. On note bien qu'on est toujours dans le cadre d'une comparaison, mais sans comparant. Donc il s'agit bien d'une métaphore. Deuxième exemple, les moutons dans le ciel dansent au gré du vent. Alors ici, les moutons sont les nuages. On n'a pas eu besoin de préciser. J'en viens à la troisième figure d'analogie, la personnification. Ça veut dire attribuer des caractéristiques humaines à des choses qui n'en sont pas. La personnification attribue à une chose abstraite les propriétés d'un être humain. Alors, à vrai dire, par extension, on peut aussi faire de la personnification par rapport à des animaux. Je vous donne un exemple simple. La voiture tout sauta. Vous savez, quand vous avez une vieille voiture, qu'elle a du mal à démarrer, que le moteur un petit peu il fonctionne par un coup, eh bien on peut y voir une forme de tout sautement, comme une vieille personne qui a du mal et qui donc du coup tout saute. Ici, la voiture est personnifiée, littéralement. J'en viens à la dernière figure d'analogie, à savoir la périphrase. La périphrase permet d'exprimer une notion en plusieurs mots qui la décrivent au lieu d'en utiliser un seul. Voici un exemple assez simple, le roi de la jungle pour le lion. Alors, pour le lion, ça veut dire effectivement, c'est pas une seule phrase, mais le roi de la jungle signifie le lion. D'accord? Vous en avez encore beaucoup d'autres, je sais que vous pourriez en trouver par vous-même. Dernière catégorie de figures de style, celle qu'on appelle les figures de construction. Je monte encore un petit peu, ce sera plus visible. Voilà. Les figures de construction. Alors, les figures de construction, eh bien, c'est des figures qui s'intéressent en particulier à l'esthétique, qui soulignent des paradoxes entre des idées qui permettent effectivement de renforcer ou de contredire des idées. C'est très variable. En fin de compte, c'est vraiment l'idée d'associer des termes, des choses qui sont habituellement opposées. Donc, vous en avez deux ici. Vous avez l'antithèse et l'oxymore. L'antithèse qui consiste à rapprocher deux pensées, deux expressions, deux mots opposés, pour mieux faire ressortir donc le contraste. C'est ce que je disais à l'instant. Je vis, je meurs. On voit bien le contraste entre vivre et mourir. Je me brûle et me noie. Alors c'est un très beau poème, c'est tiré de Louise Labbé. C'est le titre du poème que je vous incite à consulter en allant voir sur Internet, parce que la construction de ce poème repose très spécifiquement sur l'antithèse. À ne pas confondre avec l'antiphrase. L'antiphrase n'est pas au programme aujourd'hui. Sachez simplement que l'antiphrase est une figure de l'ironie.
pour satisfaire la curiosité de certains, c'est dire une chose pour exprimer le contraire. Par exemple, d'ailleurs c'est assez proche, par exemple, j'ai eu une super note aujourd'hui, alors en vérité j'ai eu 5 sur 1. Dans le ton, dans la façon de faire passer l'idée, eh bien c'est là qu'on va avoir l'ironie. Donc l'antiphrase, effectivement, c'est dire une chose en exprimant son contraire et en jouant sur l'intonation de la voix, ou alors le contexte dans l'écriture. Dernière figure de construction que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'oxymore. Faites attention, on a tendance à penser qu'il est féminin alors qu'il est masculin. C'est une alliance de deux mots contraires. Vous voyez, encore une fois, c'est très proche. La différence entre les deux ici, c'est qu'ici, on a des constructions parallèles, et ici, c'est vraiment l'association de deux termes qui sont clairement joints. On ne peut pas disjoindre. Alors, vous avez le premier exemple ici, cette obscure clarté. Alors, la clarté et l'obscurité sont opposées, vous l'avez bien compris. Deuxième exemple, que je trouve aussi assez sympa à présenter, un silence assourdissant. On comprend bien ici que le bruit, c'est le bruit qui est assourdissant, pas le silence. De la même façon que c'est la lumière qui peut donner de la clarté et non pas l'obscurité. Voilà, cette leçon sur les figures de style est terminée. Ce n'en est qu'un aperçu, à vrai dire, vous avez beaucoup d'autres figures de style. Si vous avez cette curiosité d'aller les chercher sur Internet, vous verrez qu'elles sont très nombreuses. Vous avez notamment le classique Wikipédia, mais à vrai dire, si vous cherchez bien, vous verrez qu'il y a pas mal d'autres sources qui sont très intéressantes. Pour pouvoir vous permettre de mémoriser cette leçon, j'ai prévu aussi des exercices que la direction saura vous remettre, soit par email, soit par message. Je vous les présente rapidement. Alors, il y a 3 exercices. Le premier, sachez donc que vous les aurez en version informatique ultérieurement. Le premier exercice vous invite à souligner la figure de style et à donner son nom. Donc voilà, vous avez une douzaine de phrases. À vous de souligner le ou les mots, les termes qui nous renvoient une figure de style. Et puis juste ici, à côté, on va vous montrer le nom de la figure de style, tout simplement. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Pour chaque expression, dit s'il s'agit d'une métaphore, d'une comparaison ou d'une énumération. Alors, on a vu les 3 figures de style. On sait très bien que la métaphore et la comparaison sont très proches. N'oublions pas que la comparaison utilise un outil de comparaison, là où la métaphore le fait de façon implicite. Elle n'apparaît pas, elle est vraiment à l'intérieur de l'expression. Donc là, encore une fois, vous avez un certain nombre de phrases, vous en avez 6. Là aussi, il faut dire, déjà il faut la souligner, peut-être qu'on pourrait préciser plus souligner, j'ai oublié mes excuses, souligner l'expression et donc du coup dire s'il s'agit d'une métaphore, d'une comparaison ou d'une énumération. Et puis j'ai le dernier exercice, d'ailleurs qui nous renvoie un petit peu à la thématique qu'on avait travaillé précédemment et qui nous renvoie aussi à Perceval. Repère les 2 personnifications que l'on trouve tout au long de ce texte, précise ce qui t'a permis de les identifier et explique leur signification. Alors voilà, c'est un extrait, ici vous avez le chapeau qui nous dit Lancelot, qui n'a plus de cheval, décide de monter dans une charrette pour se déplacer, ce qui n'est pas digne d'un chevalier. Donc voilà, c'est un extrait de Lancelot ou le chevalier de la charrette au XIIe siècle, de Chrétien de Troyes, qu'on connaît déjà bien évidemment. Voilà, il y a quelques mots un petit peu plus difficiles, qui sont un peu complexes, qui sont expliqués ici. Donc ici, encore une fois, il faut repérer les éléments de personnification, donc il s'agit ici plutôt de rédiger la réponse, et de préciser, et effectivement d'expliquer le mécanisme, en fin de compte, de ces personnifications et ce qui a permis de les identifier. Alors, identifier, expliquer leur signification, c'est d'expliquer pourquoi finalement, quelle était la fonction de l'auteur quand il a utilisé une figure de style. Voilà, à très bientôt pour une prochaine leçon.